Les enterrements de Mrs. Ferrers et de Roger Ackroyd étaient fixés pour 11 heures le matin suivant. Après la cérémonie, Poirot m'invita à l'accompagner au Mélèze. Il avait l'air très grave et je craignais que mon indiscrétion au sujet de la bague ne lui soit parvenue aux oreilles. Mais il semblait que ses pensées étaient occupées par toute autre chose. « Nous devons agir, annonça-t-il. Avec votre aide, je me propose d'aller interroger un témoin. Nous allons tellement lui faire peur qu'il finira bien par avouer toute la vérité. »« Quel témoin ?» demandai-je surpris. « Parker. Je lui ai demandé de venir chez moi à midi. » Dès notre arrivée au Mélèze, nous fûmes informés que Parker était déjà là. Alors que nous entrions dans la pièce, le majordome se leva respectueusement. « Bonjour, dit Poirot. Prenez un siège, je vous en prie. Il se peut que ce que j'ai à vous dire prenne un certain temps. » Parker s'assit. « Bien. Qui était votre dernier patron, celui pour qui vous travailliez avant d'être au service de M. Ackroyd? »« Le Major Ellerby, monsieur. » Poirot lui arracha les mots de la bouche. « C'est exact. Le Major Ellerby se droguait, n'est-ce pas? Lorsqu'il était aux Bermudes, il y eut des problèmes. Un homme a été tué. Le Major Ellerby était en partie responsable. L'affaire a été étouffée, mais vous étiez au courant. Combien le Major Ellerby vous a-t-il payé pour vous faire taire? » Parker le dévisagea bouche bée. « Vous voyez, j'ai mené mon enquête, poursuivit Poirot. C'est comme je vous le dis, vous avez reçu une grosse somme à cette époque en faisant chanter le Major Ellerby et il a continué à vous payer jusqu'à sa mort. Maintenant, je veux en savoir plus sur votre dernière expérience de maître chanteur. » Le visage de Parker devint gris cendre. « Je n'ai jamais touché à un seul cheveu de M. Ackroyd, maugréa-t-il. Je le jure devant Dieu, monsieur. C'est vrai que j'ai essayé d'écouter à travers la porte cette nuit-là. J'ai entendu le mot chantage, et puis il s'interrompit. « Vous pensiez que cela pourrait être intéressant pour vous, suggéra Poirot. « Eh bien, oui, c'est vrai, monsieur. J'ai cru que si on faisait chanter M. Ackroyd, je pourrais tout aussi bien réclamer ma part du gâteau. » Poirot se pencha en avant. « Aviez-vous une raison de supposer, avant cette nuit-là, que M. Ackroyd était victime de chantage? »« Non, monsieur. Ce fut une grande surprise pour moi. C'était un homme habituellement si honnête. » « Vous voyez, déclara Poirot, je suis tout disposé à vous croire. Je vous souhaite une bonne journée. Je pense que vous m'avez dit la vérité. Si ce n'est pas le cas, tant pis pour vous, mon ami. » Lorsque Parker fut parti, Poirot ramassa son manteau à nouveau. « Nous ressortons ?» demandai-je. « Oui, nous allons rendre une petite visite à ce cher monsieur Hammond. » Le notaire était dans son bureau et nous fûmes introduits dès notre arrivée. Poirot alla droit au but. « Monsieur, j'aimerais que vous me fournissiez certains renseignements. Vous avez été au service de la défunte Mrs. Ferrers de King's Paddock, n'est-ce pas? » « En effet, je me suis occupé de toutes ces affaires. »« Très bien. Maintenant, avant que je ne vous demande de me dire quoi que ce soit, j'aimerais que vous écoutiez le Dr. Shepherd. Vous ne voyez pas d'objection, mon ami, à répéter la conversation que vous avez eue avec M. Ackroyd vendredi soir dernier. »« Pas du tout, répondis-je, et je commençai immédiatement le récit de cette étrange soirée. Hammond écouta avec beaucoup d'attention. « Un chantage !» s'exclama-t-il. « Cela ne me surprend guère. J'avais quelques soupçons depuis un certain temps. » « Ce qui nous amène, reprit Poirot, au renseignement que je suis venu vous demander. S'il y a quelqu'un qui peut nous donner une idée des sommes réellement versées, c'est vous, monsieur. » « Je ne vois aucune raison de vous cacher l'information. Durant l'année dernière, Mrs. Ferrers a vendu certaines de ses actions. Elle a récupéré l'argent, mais ne l'a pas réinvesti. Jusqu'à présent, j'imaginais qu'il s'agissait d'une femme ayant une emprise sur Ashley Ferrers.
Je n'aurais jamais imaginé que Mrs. Ferrars était elle-même impliquée. « Et combien a-t-elle payé exactement » demanda Poirot. « En tout, je dirais que les différentes sommes s'élèvent à un total d'au moins 20 000 livres. »« 20 000 livres » m'exclamai-je, « en un an ?» Mrs. Ferrars était une femme très riche, et la sentence qu'elle risquait pour un meurtre n'est pas très agréable. Nous repartîmes. « Et pour notre ami Parker maintenant ?» demanda Poirot. « Avec 20 000 livres en poche, aurait-il continué à travailler en tant que majordome? Je ne le crois pas. Ce qui nous laisse plus qu'une possibilité, Raymond, ou alors le Major Blunt. »« Ce n'est sûrement pas Raymond, objectai-je, puisque nous savons qu'il avait des dettes d'un montant de 500 livres. »« Oui, c'est ce qu'il a dit. »« Ah. Et en ce qui concerne Hector Blunt, je vais vous confier une chose au sujet de ce cher Major Blunt, interrompit Poirot. C'est mon travail de faire des enquêtes. C'est ce que je fais. Eh bien, j'ai découvert qu'il avait reçu un héritage il y a environ 1 an et que la somme était proche de 20 000 livres. Que dites-vous de ça? Nous venions d'arriver chez moi et, sur le moment, j'invitai Poirot à entrer et venir manger à la fortune du pot. Après le déjeuner, alors que nous étions assis devant la cheminée, Caroline attaqua Poirot directement. « Vous n'avez pas encore retrouvé Ralph Patten ?»« Où l'aurais-je trouvé, mademoiselle ? » ?»« Je croyais que vous l'auriez peut-être trouvé à Cranchester. »« Mais pourquoi à Cranchester ?» Je l'éclairai avec une touche de malice. « Il se trouve qu'un de nos grands informateurs vous a vu dans une voiture sur la route de Cranchester hier. » Poirot éclata de rire. « Il s'agissait d'une simple visite chez le dentiste. C'est ma dent. Elle me fait horriblement souffrir. Je suis allé chez le dentiste qui m'a dit que ce serait mieux de l'arracher. J'ai discuté, il a insisté, et au final, cette dent ne me fera plus jamais mal. » La sonnerie du téléphone retentit brusquement. Je sortis dans le hall. « Poirot, un homme a été arrêté à Liverpool, » annonçai-je en revenant. « Il s'appelle Charles Kent et il croit qu'il s'agit de l'étranger qui est allé à Fernley la nuit du crime. Ils veulent que j'aille là-bas tout de suite pour l'identifier. » Une demi-heure plus tard, Poirot, l'inspecteur Raglan et moi-même étions dans le train en route pour Liverpool. L'inspecteur était clairement très excité. « On en apprendra peut-être plus sur le chantage, à défaut d'autre chose. C'est un dur, ce type, d'après ce qu'on m'a dit. Il se drogue aussi. Au fait, monsieur Poirot, vous aviez parfaitement raison au sujet des empreintes. C'était celle de monsieur Croyd. J'avais eu la même idée, moi aussi, mais je l'avais mise de côté car elle me paraissait assez invraisemblable. » J'esquissai un sourire. L'inspecteur Raglan tentait désespérément de sauver la face. En arrivant à Liverpool, je fus surpris par la ferveur avec laquelle Poirot fut accueilli. Le surintendant Hayes, qui nous attendait, avait travaillé avec lui autrefois et il avait évidemment une opinion exagérée de ses capacités. « Maintenant que Poirot est là, ce ne sera plus très long, » dit-il. « Vous êtes le docteur Shepherd? Vous croyez être en mesure de l'identifier, monsieur? »« Je n'en suis pas très sûr, » répondis-je. « Me permettez-vous de le voir aussi ?» intervint Poirot. Le superintendant lui fit un clin d'œil d'un air entendu. « Vous avez la permission de faire tout ce qui vous fait plaisir. L'inspecteur Japp de Scotland Yard demandait après vous l'autre jour. Il disait avoir entendu que vous vous occupiez plus ou moins de cette affaire. Où se cache le capitaine Patten, monsieur, vous le savez? »« Je doute que ce soit le moment approprié pour vous le dire, » déclara Poirot. Je me mordis les lèvres pour ne pas sourire. Le petit homme savait vraiment y faire. Charles Kent était jeune, grand, mince et avait des yeux bleus. Son regard était fuyant. J'avais toujours cru qu'il y avait quelque chose de familier dans la silhouette que j'avais croisée cette nuit-là, mais si c'était vraiment notre homme, je m'étais complètement trompé. Il ne me rappelait absolument personne. Le superintendant se tourna vers moi. « Alors, monsieur, qu'en dites-vous ? » ?»« La taille correspond. Il se pourrait que ce soit notre homme. »« Bon sang, qu'est-ce que tout ça signifie ?» demanda Kent. « Que suis-je censé avoir fait ?»
Je hochai la tête. C'est cet homme. Je reconnais la voix. Alors comme ça, vous reconnaissez ma voix? Où croyez-vous l'avoir déjà entendue? Vendredi soir dernier, devant Fenley Park, vous m'avez demandé votre chemin. Vous l'admettez? Dit l'inspecteur. Je n'admets rien du tout, pas avant de savoir ce que vous avez contre moi. N'avez-vous pas lu les journaux ces derniers jours? Intervint Poirot. L'homme plissa les yeux. Alors c'est ça? Vous croyez que c'est moi qui ai commis le meurtre? Pas vrai? Vous étiez présent cette nuit-là, poursuivit Poirot. Il prit quelque chose dans sa poche et le lui tendit. C'était la plume d'oie que nous avions trouvée dans le pavillon. À sa vue, le visage de l'homme changea d'expression. Il commença à tendre la main. Non, mon ami, le tuyau est vide. Nous l'avons ramassé dans le pavillon, à l'endroit où vous l'avez fait tomber cette nuit-là. Charles Kent le regarda, hésitant. Vous semblez en savoir diablement long sur tout. Peut-être vous souvenez-vous qu'il était écrit dans les journaux que le vieil homme avait été tué entre 21h45 et 22h? C'est exact, acquiesça Poirot. Alors vous n'avez rien contre moi. Je suis parti de Fenley Park à 21h25. Vous pouvez demander chez Dog and Whistle. C'est à environ 1,5 km de Fernley sur la route de Cranchester. Je suis resté un bout de temps là-bas. Il était environ 21h45. Que dites-vous de ça? Des recherches seront faites, annonça l'inspecteur. Si vous n'avez pas menti, alors vous n'aurez rien à craindre. Que faisiez-vous à Fernley Park de toute façon? J'étais allé voir quelqu'un. Qui ça? Ça ne vous regarde pas. Vous vous appelez Charles Kent? Demanda Poirot. Où êtes-vous né? L'homme l'observa attentivement. Je suis tout ce qu'il y a de plus anglais, d'accord? Oui, en effet. Je pense que vous êtes né dans le Kent. À cause de mon nom? Est-ce que tous les gens qui s'appellent Kent sont censés être nés là-bas? Dans certains cas, murmura Poirot. Charles Kent rougit. Et pendant un instant, je crus qu'il allait se jeter sur Poirot. Il y réfléchit à 2 fois cependant et tourna la tête. Poirot et moi allâmes déjeuner à l'hôtel. Je sais maintenant qu'il avait tout résolu. Il avait obtenu le dernier détail dont il avait besoin pour le conduire à la vérité. Mais à ce moment-là, je n'avais pas idée de ce fait. Je prenais pour acquis que les choses qui me rendaient perplexe le rendaient perplexe